Originaire du Cap-Vert, elle déclarait en 2019 « Je cochais toutes les cases de l'impossibilité, des parents qui ne savaient ni lire ni écrire, une femme, noire, élevée dans une cité et évoluant dans le bâtiment puis la tech ». Elle arrive en France en 1976 à l'âge de 6 ans avec ses parents, sa sœur et son frère. Sa famille s'installe temporairement à Belleville avant d'emménager à Athis-Mons. Titulaire d'un bac littéraire, elle a obtenu une maîtrise en droit des affaires et a débuté comme juriste dans un cabinet à Paris. Puis elle a créé son entreprise dans l'isolation thermique à l'âge de 20 ans, avant d'évoluer vers la tech, chez France Télécom tout d'abord, où elle était en charge du département des PME, chez Dell ensuite, qu'elle rejoint en 2000 comme directrice des grands comptes. Elle intègre en 2012 Lenovo, l'un des leaders de l'électronique, où elle gravit tous les échelons et devient en 2017 PDG de Lenovo France. En 2019, elle intègre HP en tant que directrice générale de HP Afrique et s'installe alors en Afrique du Sud. Le 6 juillet 2020, le président Emmanuel Macron la nomme ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Dans le cadre de ses fonctions, elle a notamment défendu la mise en place d'un index de la diversité et de l'inclusion au sein des entreprises pour mesurer la place qu'elles accordent aux minorités dans leur recrutement et pour pouvoir mettre en place des actions correctrices. Elle a également défendu l'allongement du congé paternité qui est passé de 14 à 28 jours. Elle a soutenu la proposition de loi Rixain visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle entre les femmes et les hommes. Elle a lancé la plateforme de lutte contre les discriminations avec le défenseur des droits. Elle a introduit avec succès un projet de loi pour protéger les victimes de thérapie de conversion. Elle a œuvré avec le ministère de la Santé pour la gratuité de la contraception pour toutes les femmes jusqu'à l'âge de 26 ans et non plus seulement les mineurs. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir pour ce podcast Demain vous appartient une femme engagée, Elisabeth Moreno. Bonjour. Bonjour Claire Percet, bonjour à toutes et à tous. Alors la première question que j'ai envie de te poser, Elisabeth, c'est à quel moment ton caractère engagé est-il apparu ? Est-ce qu'il fait partie de ton histoire, de ton parcours, ou est-ce qu'il est venu plus tard en prenant certaines fonctions et en ayant des leviers d'action, des moyens d'agir concrètement ? Je crois que j'ai toujours été engagée, du plus loin que je me souvienne. J'ai toujours été intéressée par l'autre, aider ceux qui sont en vulnérabilité. Alors c'est peut-être parce que je suis l'aînée de ma fratrie, mais dès que j'ai quitté la faculté, par exemple, je me suis engagée dans la vie associative et je ne l'ai plus jamais quittée jusqu'à aujourd'hui. Peut-être juste pendant la parenthèse, ces 2 années où j'ai été au gouvernement, mais j'ai toujours été engagée. Je pense que c'est un état d'esprit, c'est une passion, c'est le goût de l'autre. Et je sais plus qui disait que le succès n'a d'intérêt que quand il est partagé, et moi j'aime le partager. Donc c'est dans ton ADN. Alors on va parler un petit peu du rôle de l'entreprise, hein, justement dans ce souci de l'intérêt général, dans ce souci de l'autre. Toi qui as travaillé dans de grandes entreprises, hein, Dell, Lenovo, HP, quel est selon toi le rôle de l'entreprise en matière d'intérêt général ? L'entreprise engagée, l'entreprise citoyenne, c'est vraiment un phénomène nouveau, hein, auquel on assiste ces derniers mois, ces dernières années peut-être. Moi, je pense que j'ai travaillé dans des grands groupes, mais j'ai d'abord créé mon entreprise à l'âge de 20 ans, tu le rappelais dans l'introduction. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris véritablement le rôle sociétal de l'entreprise. Parce que, évidemment, tout le monde s'accorde à dire que l'entreprise est là pour produire des biens et des services, pour répondre à des besoins, pour répondre à des problématiques dans nos sociétés. Et en ça, elle a un rôle d'intérêt général, mais elle est surtout là pour produire. Et si je me souviens de ce que disait l'économiste américain Friedman, elle est là pour distribuer des dividendes à ses actionnaires. Mais c'est pas vrai. Tu ne peux pas produire n'importe comment. Ça n'est pas parce que tu réponds aux besoins d'une société, aux besoins de tes clients, que tu as la possibilité de créer, de fabriquer et d'inventer n'importe quoi. Les fabricants de cigarettes, à un moment donné, ils ont été quand même obligés de rappeler sur les paquets de cigarettes que fumer tue, parce que fumer tue. Quand tu es dans
certaines activités, tu dois aussi prendre en considération l'impact de ces activités vis-à-vis de l'environnement. Aujourd'hui, on a des entreprises qui performent extraordinairement bien, alors qu'en parallèle, on rappelle que les inégalités et la pauvreté n'a jamais été aussi importante dans notre pays. Donc moi, quand j'ai créé mon entreprise, j'ai rapidement compris qu'il y avait des éléments fondamentaux pour le succès d'une entreprise. Ce sont à la fois ses collaborateurs et collaboratrices, parce qu'il faut quand même rappeler, parce que de temps en temps, on a tendance à l'oublier, une entreprise n'existe pas sans les femmes et les hommes qui la composent. Et les hommes et les femmes qui la composent peuvent faire son succès ou faire son échec. On ne s'en rend jamais compte. Si tu arrives dans une entreprise et que l'hôtesse d'accueil t'accueille mal, il y a de fortes chances pour que tu n'aies pas envie de revenir. Et on ne se rend pas toujours compte du rôle de chaque individu au sein de l'entreprise, du plus petit jusqu'au plus grand. La deuxième chose que j'ai apprise, c'est que, évidemment, tu es là pour performer, pour rentabiliser, pour faire des profits, mais tu ne peux pas faire que ça. On connaît des entreprises qui étaient extrêmement performantes et qui se sont écroulées parce que des choix stratégiques ont été mal faits. Et ce rôle sociétal qui me tient très à cœur et qui déjà, j'ai créé ma boîte il y a une 30aine d'années, mais qui aujourd'hui est en train de prendre une place de plus en plus importante, c'est quelle est ta contribution à l'environnement dans lequel tu vis. Je ne parle pas de l'environnement écologique, mais du monde dans lequel tu vis. Tu ne peux pas aujourd'hui te contenter uniquement de vérifier tes indicateurs financiers pour dire que tu réussis. La manière dont tu performes est importante, les personnes avec lesquelles tu travailles est importante et ta contribution au développement sociétal est également importante. Donc, performance économique et performance sociale, ce n'est pas incompatible, contrairement à ce que certains pensent. Bien au contraire, et je pense qu'on sera amené à en reparler, mais moi, lorsque j'ai été PDG de Lenovo, j'avais cette volonté forte que le mot diversité et inclusion ne soit pas qu'un terme marketing, parce qu'on fait aussi du washing avec la diversité et la parité. Le nombre d'entreprises que j'ai rencontrées, les chefs d'entreprise qui, la main sur le cœur, me disaient combien la parité était importante pour eux, et comme je suis quelqu'un de curieux, au-delà des mots, j'aime aller vérifier, et tu te rendais compte que finalement, ils mettaient les femmes dans les jobs où les décisions stratégiques n'étaient pas toujours prises, ou alors ils s'apprêtaient à réduire le nombre de femmes dans leur organisation, mais les yeux dans les yeux, ils me disaient, mais évidemment que c'est important, et évidemment que nous allons y arriver, Madame la Ministre, vous allez voir, dans quelques temps, nous serons l'entreprise la plus paritaire du monde. Donc, je pense qu'être aligné avec ce qu'on dit, c'est extrêmement important. Et s'il y a quelques années, les chefs d'entreprise pouvaient se permettre de dire n'importe quoi et de faire n'importe quoi, aujourd'hui, avec la transparence, tout se sait. Les collaborateurs s'expriment sur ces sujets-là. On demande, et j'ai conscience de la difficulté que c'est pour les chefs d'entreprise aujourd'hui, on leur demande de prendre la parole sur tout, de s'exprimer sur tout. Or, on ne peut pas tout savoir, mais il y a des sujets dont ils doivent se saisir parce que c'est une question, encore une fois, d'attractivité des talents. Beaucoup de gens aujourd'hui regardent quelles sont les valeurs d'une entreprise avant de l'intégrer. Surtout la jeune génération. Et surtout la jeune génération. Et quand ces valeurs ne correspondent pas à ce qu'ils souhaitent, ils n'y vont pas. Et à un moment où je n'ai pas rencontré une seule entreprise qui me parle de ces problématiques de recrutement, eh bien, il faut le prendre en considération. Et je pense que c'est la raison pour laquelle beaucoup de CEO mettent au cœur de leur stratégie les questions de diversité et d'inclusion. Oui, tout à fait. Et alors toi qui as ensuite été ministre, qui a connu les deux mondes, public, privé, comment tu vois le rôle de chacun et quelle articulation finalement entre l'État et l'entreprise pour améliorer tous ces sujets, la diversité, la parité, le handicap? Je pense qu'ils sont tout à fait complémentaires. Ils sont complémentaires en ce que l'État est, à mes yeux, la seule institution qui a pour responsabilité de veiller à l'intérêt général, au bien commun. Parce qu'une entreprise, pour
aussi vertueuse qu'elle puisse être, elle a un cadre défini. Et elle a des responsabilités définies. La seule institution, la seule organisation qui a un cadre indéfini ou illimité, c'est l'État. Où que nous soyons sur notre territoire, quels que soient les individus, qui qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, l'État a la responsabilité de veiller à l'intérêt collectif et général. Je dis que c'est complémentaire parce que, je vais te prendre un exemple, tu parlais tout à l'heure de la loi Rixain-Castaner. Moi, évidemment que j'ai porté cette loi à bout de bras parce que j'y croyais, mais tu peux faire voter toutes les lois du monde si les entreprises ne s'en saisissent pas, si les citoyens ne s'en saisissent pas, ça ne peut pas fonctionner. Et donc, par conséquent, il me paraît extrêmement important que l'État et les entreprises travaillent main dans la main pour que les entreprises comprennent les décisions générales qui sont prises, qu'elles se saisissent de ces décisions et qu'elles puissent les implémenter de la manière la plus intelligente qui soit. Mais pour qu'elles puissent les implémenter de manière intelligente, il faut qu'elles fassent partie du processus décisionnel. Et moi, je trouve que nous avons encore des progrès à faire dans on va dire dans le travail collectif qui doit être fait entre l'État et les organisations patronales, institutionnelles, syndicales, etc., pour que les lois qui sont votées soient ensuite applicables. Je te prends un exemple très bête. Depuis 1972, il est dit dans la loi qu'à travail égal, salaire égal. Dois-je te dire le nombre de femmes que je rencontre qui ont un job identique à un collègue masculin et qui gagnent entre 15 et 20% de moins. Oui, absolument. Pourtant, d'ailleurs, il y a des entreprises où il y a des enveloppes de rattrapage. Exactement. Pourtant, la loi existe depuis plus de 50 ans. L'index égalité professionnelle qui avait été mis en place par Muriel Pénicaud disait qu'il fallait plusieurs critères pour pouvoir considérer si les femmes et les hommes sont traités de la même manière dans le monde de l'entreprise. Et on n'a que 2% des entreprises en France qui atteignent la note de 100%. 2%. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on ne peut que progresser. La mauvaise nouvelle, c'est de s'interroger sur la raison pour laquelle dans notre pays, en 2022, il y a encore des entreprises qui ne savent pas que quand une femme part en congé maternité, elle doit bénéficier de son augmentation de salaire de la même manière que n'importe quel collaborateur. Parce qu'avant de partir en congé maternité, elle a travaillé. Eh bien, ça n'est pas encore le cas. Et alors, tu parlais de la loi Rixain. Je rappelle juste pour nos auditeurs, c'est une loi qui impose 40% de femmes dans les COMEX des entreprises de plus de 1000 salariés d'ici 2027. Est-ce que tu penses, du coup, que c'est un passage obligé pour faire progresser les choses ? Au début de ma carrière, j'étais fondamentalement contre les quotas. Je voulais, j'espérais que nous, les femmes, nous serions recrutées pour nos compétences, pour nos capacités, pour nos expertises. 57% de femmes qui sont parfaitement diplômées dans notre pays et qui peinent à trouver la place qu'elles méritent dans l'entreprise. Je l'ai cru pendant longtemps. Et encore une fois, on est en 2022 et on n'a que 30% de femmes dans les postes les plus stratégiques, alors que des femmes dirigent des pays, des femmes sont chefs de gouvernement, des femmes sont parfaitement diplômées, compétentes, capables. Et je pense que les préjugés et les stéréotypes et les biais sont tellement prégnants que si on ne donne pas un coup de pouce législatif, on n'y arrivera jamais. Jamais, jamais, jamais. J'espère que cette loi n'aura plus lieu d'être dans 10 ans. Je ne le crois pas. Et pourtant, je suis quelqu'un de fondamentalement optimiste. Mais on n'a aujourd'hui que 3 femmes qui dirigent les grands groupes du CAC 40.
mon Dieu, que d'efforts pour en arriver là. Je pense qu'on ne pourra être véritablement satisfait que quand on aura atteint la parité. Tout simplement parce qu'il y a 52% de femmes dans notre pays. Leurs compétences et leurs capacités et expertise n'ont pas à être remises en question, pas plus que celles des hommes. Et donc, il serait plus juste de donner à chacune et à chacun les mêmes chances de réussite et de performance. Et je crois que ça n'est pas juste une question d'éthique ou de morale. Si c'était ça le sujet, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est aussi une question de performance et d'efficacité. Quand les entreprises l'auront compris, il y a pléthore d'études qui ont été faites pour montrer que la parité, la diversité sont des sources d'innovation, de performance, d'efficacité. Les collaborateurs eux-mêmes disent qu'ils préfèrent travailler dans des environnements qui soient divers, parce que ça stimule la créativité, parce qu'on apprend tellement plus quand on est avec des gens différents, qui pensent différemment, qui ont des cadres différents. Eh bien, c'est extrêmement stimulant et valorisant. Eh bien, malgré tout ça, on n'y arrive pas encore. Donc, la loi peut aider en ce sens. Absolument. Donc, le chemin est encore long, on est d'accord. Toi qui as été PDG de Lenovo France, est-ce que ça a été le parcours du combattant pour en arriver là, pour atteindre le sommet ? Je ne pourrais pas dire le parcours du combattant parce que les choses se sont faites de manière assez naturelle. C'est-à-dire que moi, je suis une bosseuse. J'ai toujours beaucoup travaillé. Donc, quand j'ai été nommée présidente de Lenovo en France, alors évidemment, j'ai été surprise parce qu'on n'est pas beaucoup de femmes à diriger des grands groupes ou en tout cas les filiales de grands groupes technologiques. Et puis, mon parcours ne m'avait... vu d'où je viens, je n'aurais pas imaginé atteindre de tels niveaux de responsabilité. Mais finalement, je me suis dit, mais c'est normal, j'ai beaucoup travaillé, j'ai de très bons résultats qui sont reconnus. C'est mérité. Voilà, à un moment donné, il faut... Parce que nous, les femmes, on a ce syndrome de l'imposteur qui est sur nos épaules en permanence et qui nous empêche aussi de briser ce plafond de verre. C'est-à-dire que les obstacles ne sont pas toujours extérieurs, ils sont bien souvent intérieurs. Ce que nous interdisons, toute l'autocensure, le poids du regard de la société qui finit par nous faire croire que nous ne sommes pas capables, eh bien, avec du travail, avec de l'accompagnement, avec des personnes bienveillantes, avec du mentorat, eh bien, on se rend compte qu'on est tout aussi capable que des hommes. Donc, ça a été compliqué en ce qu'il a fallu se battre, en ce qu'il a fallu travailler, mais ça n'est pas impossible. Et alors, toi comme moi, on a évolué dans les univers de la tech et du numérique et on sait toutes les deux qu'il y a un vrai sujet autour de la féminisation de ces secteurs et de la promotion des femmes au sein de ces entreprises. Donc, la question que j'ai envie de te poser, c'est comment faire pour attirer les femmes dans les secteurs technologiques et scientifiques ? Quelles sont les actions concrètes que l'on peut mener ? C'est une question qui m'est souvent posée et je vais essayer de ne pas répondre encore une fois à ce qu'on lit dans toutes les études. Je voudrais juste vous donner des exemples concrets de la nécessité et de même l'urgence d'avoir davantage de diversité dans le monde des technologies. Les technologies aujourd'hui occupent tous les espaces de nos vies. Du moment où on se réveille jusqu'au moment où on se couche. Les technologies sont dans nos chambres à coucher, dans nos salles de bain, dans nos salles à manger. Elles sont dans nos écoles, dans nos universités. Elles sont évidemment dans les milieux où on travaille. Elles sont dans la manière dont on s'informe, dans la manière dont on communique. Elles sont partout. Ça signifie qu'elles sont utilisées par tout le monde. Je lisais un article récemment qui parlait de l'expérience d'un grand groupe technologique qui a fabriqué des voitures automatiques et qui dit voiture automatique dit capacité à détecter les dangers. Les ingénieurs qui ont fabriqué ces voitures l'ont fait avec leur
on va dire, leur cadre, avec leur compréhension du monde. Ces voitures automatiques ne détectaient pas les piétons noirs et donc potentiellement pouvaient les écraser. Il y a quelques années, je lisais une autre étude qui disait que lorsqu'il y avait des accidents de la route, les femmes mouraient plus souvent que les hommes. Pas à cause de ces préjugés stupides qui disent que les femmes conduisent moins bien que les hommes, parce que les assureurs eux-mêmes disent que c'est pas vrai, mais parce que les airbags qui ont été fabriqués ne prenaient pas en considération la morphologie des femmes, ni celle des enfants. Donc les femmes et les enfants mouraient plus souvent que les hommes. L'intelligence artificielle occupe tous les espaces de nos vies. Si nous n'avons pas une diversité dans la manière dont ces outils sont pensés, sont construits, sont fabriqués, il va y avoir des dangers terribles à l'avenir. Donc, au-delà du fait de dire qu'un métier sur 3 qui sera créé dans les 5 prochaines années aura une composante scientifique, technologique, ingénierie, mathématique, et j'en passe, si les jeunes filles ne vont pas vers ces secteurs, non seulement pour le monde de demain, ça va devenir une problématique, mais elles vont en plus passer à côté d'opportunités professionnelles incroyables. C'est formidable que les jeunes filles se tournent vers les métiers du care, qu'elles se tournent vers les métiers du soin, qu'elles se tournent vers les métiers de l'attention à l'autre, qu'elles se tournent vers les métiers des ressources humaines, qu'elles se tournent vers les métiers... C'est formidable, mais elles ne peuvent pas faire que ça, parce que les métiers n'ont pas de genre. Et pour qu'un monde fonctionne correctement, il faut qu'il soit équilibré. Ça veut dire qu'il y ait plus de jeunes filles qui aillent vers les métiers des STEM et plus de jeunes hommes qui aillent vers les métiers dits féminins alors qu'ils ne le sont absolument pas. Il y a des infirmiers qui sont extraordinaires, il y a des babysitters qui sont extraordinaires. Il faut vraiment se sortir de la tête qu'un métier a un genre. Et donc ça commence très jeune quand même, hein. C'est l'éducation. Le plus jeune âge. On commence par dire à l'école, mais moi je dis à la maison. Parce que tu peux apprendre à l'école que tu peux devenir astronaute. Bon, au passage, on n'en est qu'à notre 2e femme astronaute, mais ça veut dire que ça progresse. 20 ans après Claudie Aigneret, on a Sophie Noble qui arrive, donc c'est bien. Mais si tu apprends à l'école que tu peux faire tous les métiers, mais qu'à la maison tu entends le contraire, ça ne peut pas fonctionner. Donc, il faut toute une chaîne de responsabilités pour construire une société équilibrée. À la maison, à l'école, dans le monde de l'entreprise, il faut que les femmes sentent qu'elles peuvent déployer leurs ailes et qu'elles ne recevront pas de remarques sexistes, misogynes, qui leur disent « mais ça, c'est pas un métier de fille », qui leur disent « mais qu'est-ce qui te prend d'aller vers ce secteur », qui leur disent « mais pour qui tu te prends », qui leur disent « mais reste à ta place ». Il n'y a de place que celle que nous choisissons. Après, c'est plus difficile dans certains secteurs que d'autres, mais ce qui est important, c'est d'avoir conscience de l'environnement dans lequel on se trouve pour faire en sorte que chacun puisse réussir. Parce que la réussite d'un individu, c'est la réussite d'une nation. Alors, je voudrais qu'on parle un peu de mentorat, tu l'as cité tout à l'heure. De plus en plus d'entreprises mettent en place des dispositifs qui permettent à leurs salariés de faire du mentorat sur leur temps de travail. Le gouvernement a lancé l'année dernière le dispositif « Un jeune, un mentor ». Est-ce que, selon toi, c'est un vrai levier pour faire bouger les choses ? Définitivement. Moi, je ne serais pas là où je suis si je n'avais pas eu la chance d'avoir des mentors extraordinaires. Et je veux le souligner là parce que je n'ai travaillé que dans des milieux très masculins. Et j'ai eu des hommes qui croyaient en moi plus que je ne croyais en moi-même et qui m'ont donné envie de me dépasser. Parce que je ne veux pas que cette question d'égalité de genre devienne une guerre des sexes.
Parce que si on en arrivait là, tout le monde y perdrait. J'ai rencontré des hommes qui étaient de formidables mentors, j'ai rencontré des femmes qui étaient de formidables mentors, tout comme j'ai rencontré des femmes qui étaient misogynes et sexistes et des hommes qui étaient extraordinairement féministes. Il ne faut pas attribuer au genre des spécificités. Je crois que c'est surtout une question d'intelligence. Donc moi le mentorat j'y crois énormément, je salue le travail que Thibaut Guilly notamment a fait sur ce sujet parce qu'il l'a porté à bout de bras. Je pense que nous avons dans notre pays de plus en plus on va dire un gap de plus en plus important et un manque de plus en plus frappant de mixité sociale. Le mentorat peut aider à briser ça. J'ai découvert une association qui s'appelle Télémac, qui fait un travail incroyable, et ce sont des cadres dirigeants, des grands patrons, de grands managers qui ont décidé de prendre sur leur temps pour transmettre ce qu'ils ont reçu. C'est absolument fondamental. Donner la chance à quelqu'un qui en a eu moins parce qu'il est né dans il ou elle est né dans un environnement un peu moins favorisé, il ne connaît pas les codes, il ne connaît pas les règles, il n'a pas les réseaux, mais c'est absolument extraordinaire. Et c'est à la fois valorisant pour le mentor, mais je crois qu'il n'y a rien de plus exaltant qu'aider quelqu'un à réussir. Et donc, je sais que les ambitions du président de la République en la matière sont extrêmement importantes, et tu me demandais tout à l'heure quelle peut être la collaboration entre les entreprises et l'État. Ça, c'en est une par excellence. C'est faciliter, favoriser le mentorat, accompagner toutes ces associations incroyables qui se battent au quotidien pour casser les barrières, pour ouvrir les portes. Les personnes issues des quartiers défavorisés, que ce soit dans les quartiers défavorisés ou dans les zones rurales, elles ne sont pas moins intelligentes ou moins capables. Elles manquent juste de réseau, de code et d'opportunités. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et le mentorat est un excellent outil pour y arriver. Oui, c'est un très bon outil qu'on voit de plus en plus dans les entreprises. Et il faut rappeler que parfois, c'est juste quelques heures. Parce que les dirigeants ont parfois tendance à voir ça comme quelque chose qui prend énormément de temps. Pas forcément, en fait. Parfois, il suffit de quelques heures. Parfois 15 minutes. Oui, tout à fait. 15 minutes. Qui peuvent changer la donne. Au téléphone, en visio. Effectivement, on voit ça comme une montagne parfois, mais c'est extrêmment facile à mettre en place. Et il y a plein d'associations, je parlais de Télémac, mais il y a aussi 100 000 entrepreneurs qui fait un travail incroyable là-dessus, Article 1 qui fait un travail extraordinaire là-dessus, Les Déterminés qui font un travail extraordinaire là-dessus, Mosaïque RH qui fait un travail extraordinaire là-dessus. Il y a plein d'associations qui existent et qui peuvent aider ces cadres ou ces managers qui ont envie de s'impliquer à transformer la vie d'un autre être humain, et ça c'est encore une fois extrêmement vertueux. Absolument. Et alors on dit souvent que le bien-être des salariés, c'est un sujet dont on parle beaucoup, passe par la possibilité de s'engager sur son temps de travail. Donc ça rejoint ce qu'on vient de dire. Ce sujet du bien-être, on en parle encore plus depuis le Covid. C'est un sujet qui a émergé. Est-ce que c'est un sujet, toi, qui te parle plus qu'avant? Là, je parle à la chef d'entreprise. Est-ce que c'est un sujet fondamental pour une entreprise ou pas? Est-ce qu'elle fonctionnait très bien sans? Moi, je fais partie de cette génération qui entendait vos problèmes personnels, vous allez les déposer à la porte du bureau et vous les reprendrez en partant le soir. Pour les dirigeants qui pensent encore que c'est le cas, je voudrais juste leur rappeler que quand vous avez un enfant malade, vous ne déposez pas le problème à la porte du bureau et le reprenez le soir. Quand vous êtes victime de violences conjugales, vous ne déposez pas le problème à la porte du bureau et vous le reprenez le soir. Quand vous avez un mal-être profond, et je crois que la Covid a révélé la fragilité des êtres humains, et je pense que les maladies mentales vont prendre de plus en plus de place dans nos sociétés dans les années à venir, vous ne pouvez pas les laisser à la porte du bureau. Dans le terme ressources humaines, pendant longtemps, on a davantage considéré le terme ressources que le terme humain.
à tel point que beaucoup d'entreprises changent le titre de leur job pour dire autre chose, en tout cas pour être beaucoup plus tourné vers l'humain. Ça ne veut pas dire que l'entreprise est un espace, je ne sais plus qui me disait, mais on n'est pas des assistants sociaux. Vous n'avez pas besoin d'être assistant social pour prendre soin de vos collaborateurs. Et si vous n'avez pas de collaborateurs, vous n'avez plus d'entreprise. Donc à vous de faire le choix de ce que vous voulez faire. Maintenant, je peux comprendre que ce soit compliqué, parce que ça n'est pas le rôle de l'entreprise que de régler tous les problèmes sociaux d'un pays. Évidemment non. Mais il y a des acteurs qui sont spécialistes là-dessus. Moi, je veux saluer, quand j'étais ministre, on a notamment travaillé avec Engie, qui a décidé de mettre sur ses factures tous les numéros de téléphone auxquels on peut avoir accès quand on est victime de violences conjugales. Vous voyez, en fait, le bien-être parfois d'un collaborateur dans une entreprise, c'est juste de se dire « je suis fière de l'entreprise pour laquelle je travaille » parce que je vois qu'elle fait des choses qui vont au-delà des actions qu'elle va me distribuer à la fin de l'année ou des dividendes qu'elle distribuera à ses actionnaires. C'est extrêmement important. Il y a une recherche de sens aujourd'hui qui est extrêmement importante. Qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou pas. La question ne se pose même pas. Elle est là et elle s'impose. Donc les entreprises qui l'entendront et qui l'accompagneront s'en sortiront bien. Les autres ont du souci à se faire. Les générations Y et Z nous posent des questions que moi, je n'osais pas poser. Je veux dire, quand je recrutais ces générations-là et qu'elles me demandaient où était la salle de sport et qu'elles me demandaient s'il y avait des menus véganes, parfois, les bras m'en tombaient. Mais c'est la nouvelle génération et elle accorde autant d'importance à son bien-être qu'elle accorde d'importance à ses performances. Et les deux ne sont pas incompatibles, absolument. Bien au contraire. Plus vous vous sentez bien dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, plus vous vous sentez considéré en tant qu'être humain, plus vous performez. C'est ça la recette du succès. On est bien d'accord. Et pour rester sur ce sujet du bien-être des salariés, il y a naturellement le sujet des discriminations, qui est un sujet clé. Je sais que la cause LGBT te tient à cœur. Est-ce que les entreprises ont un rôle à jouer dans ce combat, justement ? Les entreprises ont un rôle à jouer sur tous les sujets de discrimination. Tous. Parce que toutes les discriminations qui ont lieu dans la société, avec un grand S, ont lieu dans les entreprises. Les sujets LGBT me tiennent à cœur parce que, pour te donner des chiffres, il y a 7 fois plus de suicides chez une personne trans que sur la moyenne des suicides dans notre pays. 7 fois plus. 4 fois plus chez les personnes lesbiennes ou gays. C'est horrible. Il faut imaginer le niveau de mal-être de ces personnes pour en arriver là. Et donc, par conséquent, ces sujets-là me tiennent à cœur, mais de la même manière qu'être discriminé pour sa couleur de peau est un drame, pour sa religion est un drame. Quand j'ai mis en place l'index diversité et inclusion, et qu'on l'a expérimenté avec 9 entreprises et que beaucoup d'entre elles sont, à la fin de l'expérimentation, nous ont dit merci de nous avoir permis d'ouvrir le dialogue sur un sujet qui est sensible et qu'on ne sait pas par quel bout prendre, je me suis dit, j'ai fait ma part du job. Parce que tu parlais des questions LGBT+, l'autre cercle, c'est une association qui est extrêmement dynamique sur ces questions. Pourquoi ? Parce que quand tu es une personne homosexuelle et que tu ne peux pas, dans ton entreprise, parler de qui tu es, faire ton coming out parce que tu as peur de perdre ton job, ça veut dire qu'on a encore un souci sur ces sujets-là. Alors, j'ai entendu des gens me dire, mais qu'est-ce qu'on en a à faire du sexe on en a autant à faire que les problèmes de genre.
On pourrait dire, mais qu'est-ce qu'on en a à faire des femmes ? Pourtant, les femmes peinent encore à trouver leur place dans l'entreprise. Donc, ça veut dire que ces sujets sur lesquels on ferme les yeux brisent des rêves et ils peuvent parfois briser des vies. Quand je rencontre des parents qui me disent « Je me suis saigné aux 4 veines pour envoyer mon enfant dans les meilleures écoles et aujourd'hui il est à la maison parce qu'il ne trouve pas d'emploi », ça crée des distorsions, ça crée des désespoirs qui ne sont pas explicables. Donc, oui, l'entreprise a un rôle à jouer dans la manière dont elle recrute. Elle a un rôle à jouer sur les stéréotypes et les préjugés prégnants. On en a tous. Tu en as, j'en ai. Tout le monde a des préjugés et des stéréotypes. Si les entreprises ne forment pas leurs ressources humaines, leurs managers, sur la manière dont ils recrutent, si ils vont toujours recruter dans les mêmes écoles, si elles vont toujours accueillir les stagiaires des collaborateurs, on n'y arrivera pas. Et les tensions, une partie des tensions qui existent dans notre pays aujourd'hui sont liées à ces inégalités et à ces exclusions de certaines personnes parce qu'elles sont ce qu'elles sont. Les personnes en situation de handicap qui ne trouvent pas de job, et j'en profite pour dire que 90% des handicaps sont invisibles. Ouais, tout à fait. Si vous ne donnez pas la possibilité à une personne en situation de handicap de travailler, vous brisez aussi ses rêves. Donc, c'est un travail de longue haleine, c'est un changement culturel, je dirais presque un changement civilisationnel, parce que pendant des années, ces injustices, ces inégalités ont existé et qu'on les a enterrées, on a fait semblant de ne pas les voir. Aujourd'hui, elles s'invitent dans la vie de l'entreprise au quotidien. Donc l'entreprise ne peut pas faire semblant de ne pas les voir. Et encore une fois, c'est une question de sens, c'est une question d'attractivité, c'est une question de résilience et c'est une question de durabilité. Alors on va passer à un autre sujet qui est omniprésent ces derniers mois, qui est le sujet environnemental. On n'a jamais autant parler du sujet de sobriété énergétique qui est sur toutes les lèvres. Est-ce que ton expérience dans la tech t'a amené à identifier des leviers pour agir en faveur de l'environnement ? Alors, je pense assez naturellement au reconditionnement, au recyclage des équipements électroniques. Il y a également la question de la reprise. On sait qu'on est assez en retard en France, notamment par rapport aux États-Unis. Quand tu étais chef d'entreprise, est-ce que tu as vu tout ça ? Est-ce que tu as identifié des choses ? Alors, déjà, je peux te dire qu'aucune entreprise technologique n'a envie de voir ces produits, ces composants jetés dans une benne à ordures quand on sait l'impact que ça peut avoir dans l'environnement. Moi, j'ai vu des décisions très fortes prises en la matière dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. Je vais t'en donner un tout bête. Notre société est de moins en moins patiente et on a tendance enfin, Amazon a fait du bon travail là-dessus. Tu commandes un produit aujourd'hui et tu veux l'avoir demain. L'une des entreprises pour lesquelles j'ai travaillé avait décidé d'offrir des ristournes à ses clients s'ils acceptaient d'être livrés par bateau au lieu d'être livrés par avion, parce que la plupart des ordinateurs aujourd'hui sont fabriqués en Chine. Ça n'a pas du tout le même impact, comme tu peux imaginer, sur l'environnement, sur notre empreinte carbone, selon que tu fais livrer ton matériel par bateau ou par avion. 90% des clients disaient « Non, je ne peux pas attendre ». C'est ça aussi les paradoxes de notre société. Tu peux proposer des solutions, mais finalement, tu te rends compte que on veut, mais on ne veut pas tant que ça quand ça a un impact sur nos envies. C'est triste, mais il faut le reconnaître. Les solutions de recyclage, évidemment. Des entreprises qui récupèrent le matériel quel qu'il soit et qui vont le dépecer, qui vont recycler. Il y en a plein.
qui existent aujourd'hui. Les solutions sont extrêmement nombreuses. La manière dont on recycle les composants, la manière dont on s'assure que les fabrications soient faites avec des produits qui ne soient pas nocifs pour la planète. Tout ça, ça existe depuis de nombreuses années. D'ailleurs, si je réfléchis à la partie RSE, on a beaucoup plus fait pour la partie environnementale qu'on a fait pour la partie sociale. Absolument, et encore aujourd'hui d'ailleurs, quand on parle de RSE, les gens pensent souvent à l'environnement avant de penser au S. Et on va rester sur le sujet environnemental, mais revenir sur le terrain politique. Le pouvoir politique, finalement, est-ce qu'il peut vraiment changer la donne environnementale ? On comprend bien que les actions fortes ne peuvent être que collectives, mais force est de constater qu'on a quand même du mal à avancer. On ne peut pas dire que la COP27 était un franc succès. Est-ce qu'on n'assiste pas à l'impuissance du politique, finalement, face au défi environnemental ? Moi, je pense que ce soit sur la partie environnementale ou la partie sociale, on a absolument besoin de l'impulsion de l'État. Seul l'État est capable de donner les directions sur les sujets d'intérêt général. Ce sont les parlementaires qui votent les lois. Et quand tu votes une loi sur la parité, quand tu votes une loi sur la consommation d'énergie, quand tu votes une loi... En fait, bien sûr que d'un certain point de vue, on peut considérer qu'il y a une forme de le pouvoir politique peut être parfois considéré comme quelque chose de limité sur certains sujets. Et en même temps, il a le pouvoir de décider de ce qui doit être fait pour l'intérêt collectif. Et je pense qu'il est extrêmement important qu'il garde ce rôle de garant de l'intérêt général. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, ceux qui appliquent et qui exécutent, ce sont les entreprises et ce sont les citoyens eux-mêmes. Donc, je veux continuer de croire qu'au-delà des intérêts partisans, idéologiques, les personnes qui nous gouvernent ont encore à cœur l'intérêt général et collectif et qu'ils peuvent encore donner le ton et la direction de ce qui doit être fait pour que notre pays continue de performer, mais dans la durée. Or, trop de décisions court-termistes sont aujourd'hui prises et on ne peut pas penser l'avenir d'un pays à l'aune d'un mandat, quel qu'il soit parlementaire ou qu'il soit présidentiel ou qu'il soit municipal. Il faut penser le long terme. Et les questions environnementales et sociales sont des questions qui se pensent dans la durée. Je ne sais plus qui disait qu'un homme politique prend des décisions à l'aune de son mandat électif et qu'un homme d'État prend des décisions pour une nation. Et c'est ça dont on a besoin aujourd'hui. Avec cette difficulté que parfois il faut que les États se mettent d'accord entre eux et qu'on n'y arrive pas, pas toujours. Je suis désespérée de voir l'incapacité des dirigeants dans des événements comme la COP 27, ou alors j'étais avec l'UNESCO au Mexique il y a quelque temps pour leur forum annuel de lutte contre le racisme et les discriminations. Enfin, mais pourquoi, bon sang de bonsoir, on en est encore à se poser des questions sur ce qu'il faut faire pour lutter contre la pollution de la planète, avec toutes les études qui ont été faites et qui nous montrent que nous allons collectivement dans le mur. Qu'est-ce qui nous empêche de prendre les bonnes décisions ? Qu'est-ce qui nous empêche de prendre les bonnes décisions pour lutter contre les discriminations, si ce n'est les intérêts partisans
politique, personnelle. Et c'est pour ça, justement, qu'il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir que nous avons, les unes et les autres, de choisir les personnes qui nous dirigent et qui prennent les décisions stratégiques et fondamentales pour notre avenir et l'avenir de nos enfants. Alors, dernière question avant de passer à la séquence numéro 2. Une question très concrète, une question, là on parlait de l'engagement des politiques, je vais te parler de l'engagement des dirigeants et des managers. Faire en sorte qu'une partie de la rémunération des dirigeants et des managers et ou des managers soit liée à l'engagement. Certaines entreprises le font, comme Accor, comme ADP, ils l'ont mis en place. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée ? Est-ce qu'on est obligé d'en passer par là, un peu comme les quotas pour les femmes, finalement ? Je trouve que c'est un peu dommage qu'on en soit amené à baser la rémunération ou la prime des managers sur le sujet pour qu'ils avancent. Mais j'ai envie de te dire, tu parlais d'Accor. Quand je pense à Maud Bailly, elle fait partie des personnes qui n'ont pas besoin de voir ce sujet dans leur prime pour pouvoir s'en saisir à bras-le-corps. Absolument. Je pense que c'est qu'on a reçu à ce micro, que j'ai eu la chance de recevoir il y a quelques semaines. Ouais. Je pense que l'engagement fait partie, encore une fois, c'est une question de personnalité et de caractère. Et pour ceux qui ne l'ont pas dans leur caractère, je crois qu'il faut aider, il faut accompagner. Et ça peut être un moyen de le faire. Mais on devrait... c'est une question de responsabilité sociétale. C'est une question de responsabilité sociétale. Et quand on ne le comprend pas seul, je pense que tous les moyens pour expliquer, inciter, motiver sont les bienvenus. C'est très clair. Alors, nous allons passer à la séquence du tac au tac. Il faut choisir entre deux choses et il est interdit de répondre les deux naturellement. Et je précise qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Alors, est-ce que tu es plutôt bain ou douche ? Douche. Côte de bœuf ou tofu ? Côte de bœuf. Plage ou piscine ? Plage. Avion ou train ? Train. Arrondi en caisse ou pourboire ? Pourboire. Gourde ou bouteille d'eau ? Gourde. Réunion en présentiel ou en distanciel ? Moi, j'ai besoin du contact humain. Donc, en présentiel. Livre ou liseuse ? Livre. J'aime bien corner les pages, j'aime les reprendre, j'aime les trifouiller, j'aime le contact. Je comprends. Journaux papier ou tablette ? Journaux papier. Voilà, ça va un peu avec. Troisième séquence qui s'intitule « S'il n'y en avait qu'une, ce serait celle-là ». Quelle est la mesure concrète prise dans le cadre de tes fonctions en entreprise qui a changé la donne pour ton groupe ? On a beaucoup d'entreprises qui nous écoutent. Quelle est la mesure que tu leur recommanderais pour qu'ils puissent la mettre en place, la dupliquer ? Une mesure concrète que tu as pu prendre quand tu étais en entreprise ? Eh bien, l'index diversité et inclusion... il y en a plusieurs, parce qu'on a parlé de la loi Rixin, parce que je crois l'émancipation économique des individus, qui qu'ils soient, c'est ce qui favorise la dignité. Dépendre de soi et pas des autres, je trouve que c'est absolument fondamental. Mais l'index diversité et inclusion est pour moi quelque chose qui peut véritablement changer la donne, parce qu'elle favorise le dialogue sur un sujet qui n'est pas toujours facile d'aborder. Les entreprises savent aujourd'hui mesurer la parité, elles savent mesurer le nombre de personnes en situation de handicap, mais elles ont encore du mal à parler de la diversité culturelle et sociale. Et je pense que c'est la prochaine étape. Et quand les entreprises et les associations comme Mixité, comme Mosaïque RH, comme l'Association française des managers de la diversité, comme Tenzing sont venus me dire merci parce que ça nous a permis d'ouvrir le dialogue sur un sujet extrêmement sensible, et ben je me suis dit que c'était le début de quelque chose de nouveau. Donc j'en suis très heureuse et c'est un outil qui est à la fois pratique, qui est RGPD compatible et qui permet aux entreprises de discuter de quelque chose dont j'ai conscience qui n'est pas toujours facile d'aborder. Et pour être très concret, donc si les entreprises qui nous écoutent veulent
s'appuyer sur cet index, comment elles font très concrètement ? C'est très facile. Elles se tournent vers des structures comme celle que je viens d'évoquer là, vers ces associations-là, vers l'Association française des managers de la diversité, vers Mosaïque RH, vers Tenzing, vers Mixity, qui ont toutes les clés. Et je peux leur assurer que tout a été fait de manière extrêmement simple pour permettre aux salariés, parce qu'on dit souvent dans notre pays, on ne peut pas mesurer la diversité culturelle et sociale, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à progresser. Et c'est vrai, tout ce qu'on ne mesure pas ne progresse pas. Mais ça, c'est un outil qui permet de mesurer, de dialoguer et de trouver des solutions collectives en impliquant les partenaires sociaux, en impliquant les managers, en impliquant les ressources humaines et en s'appuyant sur des associations qui travaillent sur ces sujets depuis de très nombreuses années. Merci beaucoup Elisabeth. Le podcast touche à sa fin. Il nous reste quelques secondes. Je vais te laisser la parole pour le mot de la fin. Tu nous dis ce que tu as envie de nous dire. Eh bien, j'ai envie de vous dire que malgré toutes les difficultés que nous traversons collectivement aujourd'hui, malgré toutes ces crises dont on nous rabat les oreilles matin, midi et soir, je crois que derrière chaque crise, il y a une opportunité. Et les crises nombreuses auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui nous offrent l'opportunité de construire un monde qui soit beaucoup plus inclusif, beaucoup plus ouvert et qui nous permette de nous appuyer sur toutes les forces et toutes les intelligences pour rendre notre pays plus fort, plus résilient, plus performant. Et en incluant tout le monde, eh bien tout le monde y gagne. Donc un message d'espoir pour terminer. Un grand merci Elisabeth pour tes conseils, pour ta vision, pour ton partage d'expérience. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir de recevoir une autre personnalité engagée, Isabelle Giordano, pour BNP Paribas. Je confirme qu'Isabelle fait un travail exceptionnel chez BNP Paribas. Donc rendez-vous la semaine prochaine. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.